Coconut Podcast sur la route 2021 avec votre animateur Alain Chou. Suivez-nous sur les routes du Québec. Bienvenue à Coconut Podcast. Alors, nous passons à la capsule TD avec Monsieur Mo Bellius. Bonjour, je suis Mo Bellius, directeur régional développement des affaires de la communauté noire au groupe Banque TD. Vous trouvez que la COVID-19 a eu un impact important sur vos finances et vous avez besoin de conseils? Eh bien, vous n'êtes pas seul. Je suis là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours personnel et professionnel. En plus, à la TD, vous pourrez compter sur une foule d'experts pour vous épauler. Alors, appelez-moi au 514-572-8980 ou contactez-moi sur LinkedIn. À bientôt. Mesdames, messieurs, bonjour, Quay. Écoutez, en cette tournée estivale de Coconut Podcast, eh bien, nous sommes, oui, avec l'une des grandes personnalités de la région que nous visitons, la capitale nationale. C'est une joie pour Coconut Podcast de pouvoir s'entretenir avec une actrice du changement. Elle participe au rayonnement, oui, de la vie culturelle sur la capitale nationale. Dans un premier temps, messieurs, dames, elle est directrice, oui, générale du Festival d'été de Québec. Je n'en reviens pas que je sois ici aujourd'hui. Elle est également directrice générale de 3E. On va comprendre un peu, en quelque sorte, la maison mère ou une compagnie sœur du Festival d'été de Québec. Messieurs, dames, c'est avec un immense plaisir que nous accueillons à Coconut Podcast, je dis bien, Anne Hudon, messieurs, dames. Bonjour. Bonjour, Anne. Bienvenue chez nous. Merci de nous recevoir. Écoute, c'est tout un honneur d'être dans les bureaux de la directrice générale du Festival d'été de Québec. Merci de prendre ces quelques minutes pour être avec nous. Ça fait plaisir. Super. Écoute, d'entrée de jeu, la question qu'on demande à tous nos invités, comment ça va? Ça va de mieux en mieux. OK. Je suis entrée en fonction il y a 2 ans. Je savais pas qu'il y avait une pandémie qui allait se poindre à l'horizon. Ça a permis toutes sortes de belles choses. Mm-hmm. Par contre, on est capable d'avoir un peu de recul. On est à un bel endroit. Un peu de recul pour voir ce que la pandémie nous a permis d'accomplir qu'on n'aurait pas pu faire autrement. Puis, une embellie quand même qui se dessine à l'horizon. Lorsqu'on se met sur la pointe des pieds, on voit au-delà des nuages, puis on voit ce qui s'en vient. Okay. Donc, ça va bien. Ça va bien. Écoute, on est content de voir que t'as le sourire. On aime vraiment ce que tu portes aujourd'hui. Il y a du goût au Festival d'été de Québec. Je me suis dit que ça allait bien avec votre nom de podcast. Oui, écoute, tu nous mets dans l'ambiance estivale totalement. Toi, tu prépares l'été à l'année longue, hein. On sait que t'es déjà en train de cogiter sur l'édition 2022. Écoute, ça va vite. Sur le plan personnel, on est en train de vivre une crise sanitaire. On est en plein dedans. Comment as-tu vécu ça? On sait que t'as 2 enfants à la maison, les devoirs. Comment ça s'est orchestré? On aimerait t'entendre. En fait, la pandémie, j'ai dans une maison plutôt petite, okay. Avec beaucoup d'ados. Okay. Le télétravail que j'adore, là, pas en totalité, mais en partie. Okay. Et les enfants qui faisaient l'école à la maison, je me suis dit comment je vivrais ça positivement. J'ai vendu ma maison, puis j'ai déménagé en ville. Bon. J'avais vraiment envie d'être dans un univers beaucoup plus urbain pour pouvoir être dans la rue avec les commerçants quand ils ouvraient, aller prendre des cafés dans les espèces d'entrevagues. Donc, dès le début de la pandémie, ça a été un projet de déménager en ville, puis de pouvoir avoir un espace où tout le monde se sentait un petit peu mieux dans l'école à la maison puis le télétravail. Donc, ça a été un beau projet positif. Puis je suis contente d'avoir fait ce choix-là. Je suis pas tellement loin du travail. Ouais, c'est ça, exactement. J'aime beaucoup cette vie urbaine-là. Donc, ça va bien. J'ai eu des ados qui ont bien conjugué avec les défis. J'ai eu cette chance-là, mais je pense que je leur ai demandé plus que jamais au monde comment ça va. Es-tu sûre que ça va bien? Maman, t'es tannante, là. Ça va bien. Mais fallait être à l'affût.
Fallait être à l'affût. Superbe. Écoute, on est content de savoir que ça s'est bien passé. Il y a eu des changements dits positifs quand même. Qui dit vie urbaine, c'est très tendance aujourd'hui, dit vélo. Est-ce que notre directrice générale s'est mise au vélo? Pas du tout, puis pourtant, je suis à côté de la piste cyclable. Okay. Québec, c'est pas une ville de vélo. Hein. Ouais, si on veut faire du vélo, c'est davantage du vélo de montagne. Ouais, c'est ça. Mais quand j'ai pu, je suis allée monter des montagnes. Concrètement, là, tu sais, on se dit, il y a un début, puis il y a une fin, puis il y a un sommet. Je pense que c'est ce qu'on manquait pendant la pandémie. Tout était tout le temps à remettre en question. Il y avait un plan A, B, C. Finalement, le plan A, tu l'exécutais à 80%, tu devais t'adapter, etc. Donc, cette manque de finalité-là, là, de concret, là, que ça soit cuisiner un plat, là, de décider de A à Z, de pouvoir le faire, tout ce qui était dans la même journée, qui pouvait commencer et finir, était satisfaisant. Ricardo, là, c'était satisfaisant de pouvoir commencer puis finir quelque chose. Fait que pendant la pandémie, avec l'équipe, on s'est fait beaucoup de projets parallèles, de planification stratégique, de développement organisationnel, justement de repenser comment on structurait ça, cette relation de société sœur là de 3E avec Festival d'été de Québec. On va faire des annonces bientôt. On s'est demandé qu'est-ce qu'on voulait. C'était quoi notre vision? C'était quoi notre mission? On a remis à jour nos valeurs. On a vraiment fait le tour de ces bases-là qui sont des fois, quand on est en opération, un petit peu plus difficiles comme dossier à bien approfondir. Donc, on avait cette disponibilité mentale-là. Super. Puis, on en a profité pour se souder, puis se donner un plan commun, puis se dire, ben, tantôt, là, quand ça va être le temps, on va être drôlement prêt. OK, on aime ça. C'est un petit peu comme ça qu'on sent. OK, super. Bon, on sent que ces randonnées ont permis de penser, de mieux s'oxygéner, hein, l'esprit. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Hein? Pour bien s'investir, faut bien décrocher. Donc, c'est un mélange des deux. Puis vous parlez beaucoup du festival d'été et on comprend parce que c'est notre événement fort. Mais vous savez que maintenant, on a un festival d'hiver qui est toboggan. Donc, dans le temps du jour de l'an. Ici à Québec, on en a un d'automne aussi qui n'aura pas vraiment lieu cette année dans la forme actuelle, mais Saint-Roch-XP qui est juste sur notre rue ici. On a aussi la salle, l'Impérial Belle, qui est une salle qui est gérée par notre équipe. Donc, le festival d'été est définitivement notre événement fort. C'est décloisonne, là. Mais on est beaucoup plus que ça. On est une équipe, dans le fond, qui a comme mission d'offrir aux gens de Québec et ceux qui nous visitent des événements magiques dans des lieux super inspirants. Donc, c'est sur ça qu'on planche pour les prochaines années. Beaucoup plus que le festival. Donc, on a vraiment un projet d'équipe fort, concret. Puis, malgré la pandémie, ben, quand on s'accroche à un rêve, c'est le fun. Ben, 3E, entre autres, c'est une société sœur. Pour les 3E, on retrouve entre autres émotion. Ça, vous réussissez véritablement à l'inculquer aux festivaliers, entre autres, les deux autres E pour... En fait, puis on l'a transféré dans nos valeurs, puis je pense plus qu'on va parler de festival d'été ou de 3E. On va donner une nouvelle entité à ça pour simplifier tout ça. Super. Juste le fait qu'on soit en train d'en parler, c'est que c'est pas clair. Fait qu'on on va clarifier tout ça dans les prochains mois d'abord. Et on est un OBNL, hein. Fait que ça aussi, pendant la pandémie, ça a guidé beaucoup nos choix. Ce statut-là, on a eu beaucoup d'aide, hein. Bon, la subvention salariale, les gouvernements ont été très généreux là-dessus. Mais de grands partenaires également. Les partenaires ont été au rendez-vous aussi, malgré Rio fait qu'on Tinto, Belle, Desjardins. Malgré le fait qu'on pouvait pas leur livrer ce qu'on leur livrait d'habitude, il y a eu beaucoup de solidarité. Puis notre statut d'OBNL avec notre conseil d'administration, on a pris des décisions aussi pour garder notre équipe le plus possible en fonction, comme tout le monde, on a perdu des pulls, puis on a été obligé à un moment donné, au début de la pandémie, de faire des choix difficiles. Mais on a quand même gardé une bonne partie de l'équipe. En tout cas, quand on fait le décompte, quand on a notre podcast, je vous dis, avec notre équipe, il y a 41 personnes actives, dont
vous 40, dont vous la 41e. Régulier, c'est ça. Puis, on a un conseil d'administration de 5 personnes quand même. 9? Oui, 9 membres. Donc là, on va vous dire, il y a toute une équipe derrière le festival. Ça monte à 400 personnes lorsqu'on est dans notre plus gros événement. Okay. Donc, effectivement, ça prend une équipe solide. Les quelques 50 que nous sommes avons besoin d'être très solides parce qu'effectivement, on joue au ballon comme ça, là, ça grossit, ça revient petit entre chacun des événements. Superbe. Écoutez, on va faire un petit temps encore, quelques secondes. Madame la directrice générale, vous avez toute une équipe avec vous. Votre bras droit, en quelque sorte, ou peut-être le bras gauche, là, Monsieur Claude Doré. Ça doit être tout un coup de pouce. On a Madame Alexia également. Pouvez-vous me parler de la collaboration qui est vôtre? Vous êtes à la direction générale. Il y a un tricoté serré qui a dû s'instaurer pour pouvoir chausser de grandes chaussures, telles celles de Monsieur Gélina. Effectivement. Donc, justement, Daniel Gélina a été en fonction plusieurs années et a contribué de façon phénoménale à faire du festival ce qu'il est aujourd'hui. Et justement, à côté de lui, il y avait Monsieur Doré pendant de nombreuses années. Quand je me suis fait approcher pour le poste, c'est une des premières questions que j'ai posées parce que Claude a assuré l'intérim pendant 2 ans avant mon entrée en fonction. Donc, ça, je regardais ça puis je trouvais ça intéressant parce que je me suis dit, Daniel est parti depuis 2 ans. Il y a eu 2 éditions de festival avec l'équipe en place. C'était rassurant pour quelqu'un qui est rentré en fonction parce qu'on voyait que Daniel avait laissé une équipe très forte derrière lui. Alexia aussi, qui était l'adjointe de Daniel, restait. Donc, c'est drôle parce que ce sont des questions que j'ai posées. J'ai dit, est-ce que Claude reste? Est-ce que l'équipe reste en place? C'est quoi le plan de match? Puis on m'a rassuré dès le début du processus que c'était le cas. Super. Donc, effectivement, Claude se dirige éventuellement vers une retraite. Donc, ça a été une chance pour moi qu'il soit justement d'une générosité incroyable dès mon arrivée. Super. M'a laissé beaucoup de place et je l'ai pris. Vous avez pris votre place aussi. Et puis, c'est ça. Là, donc, tranquillement, hein. lui va se retirer. Mais j'ai eu la chance de croiser son parcours quelques années. Toute une expérience là que vous avez pu soutirer certains éléments. Écoutez, on parlait de randonnée pédestre. On va apprendre à connaître notre directrice générale, Anne. Hein? J'allais dire Madame Hudon. Vous, il apparaît que vous êtes originaire de la magnifique région de la Gaspésie. Vous me corrigez là dans ma géographie, pas trop loin dans le coin de la baie des Chaleurs. Exactement, au plein milieu. Passepébiac, plus précisé, pas trop loin pour ceux qui connaissent Newcastle. New Carlisle. New Carlisle, excusez, oui. Écoutez, vous êtes né dans une région plus que bucolique. Le fait de vous retrouver à Québec, il apparaît qu'avec vos parents, vous partiez là pour des 7 heures de route pour venir voir des spectacles. Vos parents étaient des amoureux de musique, hein. Aujourd'hui, des mélomanes, qu'on peut dire. Puis ça vous a marqué ce moment de ces longs voyages, écoutant des chansonnettes françaises. On vous écoute, Madame Hudon. En fait, ma mère a toujours aimé la musique, il y a toujours eu de la musique. Pas des musiciens, par contre. OK, des mélomanes. Oui, beaucoup de musique française, classique, opéra. Beaucoup de conflits à l'adolescence où moi, j'étais davantage heavy metal, rock, etc. Les autres avec leur Placido Domingo. Ouais. C'est ça, entre autres. Puis Pavarotti, surtout, eux, aller le voir à Montréal, faire ces heures de route-là, c'était... Mais je pense qu'on vient d'une région qui est plus éloignée des grands centres, parce que on est toujours éloigné de quelque chose d'autre, hein? Ça dépend du point de vue. Ça dépend d'où ce qu'on est, ouais. Exactement. Donc, faire de la route, c'était pas quelque chose qui était intimidant. Ça l'est pas encore aujourd'hui non plus. La musique, même encore là, quand je vais en voyage, c'est de choisir le spectacle ou la destination, tu sais. Qu'est-ce qu'on va pouvoir aller voir? Est-ce qu'il va y avoir une salle de spectacle près? Est-ce qu'on va pouvoir jumeler cet aspect-là? Donc, j'ai toujours aimé ça, mais jamais j'aurais cru que ça aurait été mon métier un jour. C'est fou, quand même. J'ai toute une chance de pouvoir jumeler mon gagne-pain, finalement, avec une passion. Puis votre passion. Ça, c'est intéressant, ça. Puis aussi, et surtout, moi, ce qui ma force, c'est la direction générale. Donc, je ne veux pas et je veux m'entourer surtout de gens
vraiment meilleur que moi. Moi, c'est superbe, ça. Donc, notre directeur de la programmation puis son Monsieur équipe... Bellavance, ça, oui, c'est de la pointure, eux connaissent ça. Pouf! Eux connaissent ça. Ouf! Puis, je suis pas dans leur patte du tout. C'est pas le but. Moi, ce que j'aime comme musique ou ce que j'aime pas, on s'en fout. C'est ce que le festivalier veut voir, c'est ce que le fan veut voir, c'est ce qui est tendance ou ce qui est passé à l'histoire ou ce qui va être historique comme Rage Against the Machine l'année prochaine. Alors ça, c'est vraiment le fun de pouvoir avoir une équipe qui le fait et le fait très bien. Donc, ça fait partie de mon quotidien parce que c'est notre business de rendre les gens heureux, mais ça en fait pas pour autant ma spécialité. Je demeure quelqu'un qui est à la direction générale puis qui est bien dans cette place-là. Qui est bien dans cette place-là, mais qui va surtout aller chercher les compétences. Par moment, on fait certaines études en fonction de nos champs d'intérêt. On sait pas nécessairement que ça va nous amener là où ça nous amène, mais tout de même, écoutez, à l'âge de 17 ans, vous quittez la belle région de votre enfance pour vous amener à Québec. Et là, vous arrivez, vous me corrigez, hein? Vous allez faire vos études collégiales à Québec ou par chez vous? Toujours. Dès l'âge de 12 ans, j'avais hâte de m'en venir à Québec. Ça enlève absolument rien à la Gaspésie, mais j'étais définitivement plus urbaine. De plus en plus, j'aime la nature, mais j'étais beaucoup plus urbaine. Ma fille a 17 ans présentement, puis elle est en train de faire ces choix-là. Qu'est-ce qu'elle va faire dans la vie? Puis elle regarde ça en quoi on a étudié ses parents, puis qu'est-ce qu'on fait finalement, puis elle dit, ça n'a aucun rapport. J'ai dit, ben justement, c'est ça. Étudie dans ce que t'aimes, puis après... Puis vise seulement d'être heureuse, puis d'être utile, de te sentir bien, de te sentir vraiment à ta place, puis les choses vont arriver naturellement parce que tu vas dégager ça, puis le bonheur va arriver de soi. Faut pas voir trop loin. Donc, quand je suis partie, j'avais aucune idée, mais j'avais une belle nonchalance par rapport à ça. Je me disais, j'avais hâte de travailler, j'avais hâte de contribuer. C'est intéressant, ça. C'était pas... j'avais aucune idée en quoi j'allais étudier. C'était pas spécifique, mais je savais que j'allais trouver ma voie. Puis j'ai été chanceuse parce que j'ai eu une carrière en 3 temps en agence de communication chez Cossette. 12 ans chez 10 ans chez Opération Enfant Soleil, puis maintenant ici, j'espère pour plusieurs années. Mais à chaque fois, c'était pas prévu, c'était pas écrit dans un plan. Personne peut avoir ce cheminement-là puis l'avoir planifié. Donc, faut rester ouvert à ce que l'univers va te proposer. Ben là, vous me permettez, la petite Gaspésienne qui arrive à Québec, puis là, qui rentre dans l'un des grands programmes de l'Université Laval en communication, s'il vous plaît. Moi, je me rappelle, j'ai étudié là, Alma Mater, l'Université Laval, et on voyait ce genre d'église, une architecture un peu forme cathédrale, le pavillon Cazot. Une anecdote très rapidement, Anne, de ton passage au Cazot. On t'écoute. Tu t'es perdu une fois dans ce labyrinthe, donc. Ben sûrement, mais honnêtement, je suis pas très impressionnable. Moi, ça m'a pas vraiment marqué. Au contraire, je passais à travers ce bac-là plutôt à toute vitesse pour pouvoir travailler. Fait que dès que j'ai pu suivre des cours, même à distance ou en ligne, c'était pas très à la mode, là, mais il y avait des cours à la télé à cette époque-là. Oui, à la télé. Fait que vous trouverez pas ma photo sur les murs du Cazot. Je suis pas allée prendre ma photo. J'avais hâte de travailler. J'ai fait un stage le plus vite que je pouvais. Mais ça a l'air qu'à Québec, à ce moment-là, il y avait un boom. Tout à fait. Des nouvelles technologies en quelque sorte. L'industrie du jeu vidéo avec Monsieur David Weiser qui s'installait à Québec. Chez Mégato. Ouais, mais c'est ça. Internet technologique, une des premières compagnies que vous allez rentrer. C'était beaucoup plus excitant qu'être à l'université. Alors, j'ai fini mon bac, il est terminé avec des bonnes notes et tout, mais ça me ressemblait beaucoup plus l'énergie de l'espèce de bulle là, technologique qui est en train de se créer sur Québec. Là. Ça, c'était intéressant. Ça, c'était palpitant. Puis, il y a quelque chose qui se passait. Puis, à ce moment-là. Je raconte ça à mes enfants des fois, là, voir un GIF animé ou, tu sais, Netscape puis toutes ces affaires-là, c'est de l'acquis maintenant, là. C'est de l'acquis, mais de dire qu'on allait pouvoir être, au début, là, on se disait, on va pouvoir être mobile dans notre travail.
de plus en plus, les outils se développaient. Là, on a eu un BlackBerry qui faisait en sorte que quand on était de Québec à Montréal, on pouvait travailler. De tout avoir vécu cette espèce de changement radical-là dans les façons de travailler, ça allait tellement où est-ce que moi, je voulais aller dès très jeune. J'ai peut-être pas eu le choix parce que j'étais souvent la directrice de gens qui étaient plus âgés que moi. Donc, par respect pour leur expérience qui était plus grande que la mienne, j'ai beaucoup géré par objectif et non par « tu as passé tant de temps au travail et je te vois, donc je sais que tu travailles ». Fait que j'ai toujours été dans un mode où la confiance régnait, des objectifs, des livrables, mais pas nécessairement... Alors, quand le télétravail, les outils technologiques nous ont permis ça allait tout à fait dans ma voie, là. Donc, d'étudier en communication à l'Université Laval dans un mode plus théorique, c'est pas ce qui m'a branché. Mais vite, vous allez mettre en pratique dans une des grandes boîtes, un fleuron du Québec, entre autres, Cossette. Vous allez être directrice des opérations, vous allez même terminer à la tête dans la direction. Là, j'ai été étonnée. Là, j'ai été épatée, je veux dire. Je me rappelle le premier matin sur la Grande Allée, au 437 Grande Allée, les bureaux de Cossette. Puis là, c'était ma première journée de travail, puis j'étais arrivée bien trop tôt. Je suis restée toute seule dans le bureau à attendre pendant 1 heure que tout le monde attende. Je me rappelle des fonds d'écran, puis j'étais comme, mon Dieu, qu'est-ce que je fais là si tôt? Mais je sentais que j'allais être là longtemps puis que j'allais avoir du plaisir. Je le sentais en dedans de moi. De la même façon que quand 6 ans, là, à peu près. 12 ans. 12 ans, ah ouais. Avec mes 2 congés de maternité. Puis, quand j'ai eu l'appel pour Opération Enfant Soleil, j'ai aussi senti qu'il y a quelque chose qui se passait, que c'était un moment, là. Donc, c'est ça. Ça, c'est incroyable, parce que Cossette, toute une expérience, et vous, lorsque vous faites un bilan, très dernièrement, vous dites, tous les jobs que vous avez eus, vous deviez d'avoir du fun. Vous deviez d'aimer d'être en amour. D'être en amour, exactement. Vous n'allez pas le dire comme ça, mais je pense oui. qu'on n'a pas le choix d'avoir, en tout cas, dans ma façon d'être, avec l'énergie que je déploie, c'est pas tiède, là. Tu sais, c'est passionné, c'est intense, c'est entier, ça m'habite. Alors, je me dois de choisir mes emplois comme ça. Je tombe en amour avec mes équipes. Ça demeure une job. La vraie vie, c'est ma vie avec mes enfants, mon conjoint. C'est ça la vraie vie. C'est ça la vraie vie. Hein? Mais on passe tellement de temps. Alors, il faut que ça soit à l'image de mes valeurs, de mes convictions. Puis si on le fait pas intensément, en tout cas, moi, j'ai pas 2 modes. C'est à fond dans ça. Puis je suis arrivée à des moments, surtout Opération Enfant Soleil et ici, où l'organisation avait besoin de ce genre d'énergie-là. Quelqu'un qui aime beaucoup travailler en développement organisationnel, qui aime changer les choses en profondeur. Ça demande un autre type de compétences que du développement pur. Puis, ça demande beaucoup de patience et de passion. C'est incroyable. Ben, écoutez, votre passage à Enfant Soleil, un passage plus que remarqué. Vous travaillez dans ce domaine de la philanthropie, mais également cette volonté de redonner aux enfants, d'aider les parents qui traversent ces périodes difficiles. Enfant Soleil, aujourd'hui en 2021, lorsque vous quittez en 2019 en avril, vous annoncez que vous quittez. Il y a 240 millions qui ont été amassés depuis les tout débuts d'Enfant Soleil. Écoutez, 10 ans Enfant Soleil, je pense qu'il y a pas mal 100 millions qui est peut-être amassé sous votre... tellement un travail d'équipe. Ici, c'est un travail d'équipe. Là-bas, ça prend même encore une autre dimension parce que c'est tellement une belle cause. C'est une cause où les dons, même lorsqu'ils sont faits par des grandes bannières, ce sont des dons individuels. Alors, c'est les employés qui... C'est la cause des Québécois. C'est plus que les employés, c'est les clients des bannières comme Walmart ou Costco. C'est sûr que certaines grandes bannières vont donner un montant corporatif, mais essentiellement, c'est les dons, pas de petits dons, tous les dons sont importants, et c'est le cumul de ça. Donc, cette espèce de chaîne de solidarité-là, depuis plusieurs années au Québec, ouf, moi ça, là... Vous en êtes fiers. Là. Oui, longtemps, ça m'a... C'est quoi, 20 millions par année que Opération Enfant Soleil sont capables d'inciter les Québécoises et Québécois à donner?
comme on dit, on a le cœur à bonne place là au Québec. Là. Oui, puis la structure est intéressante aussi parce que la personne qui a pensé à comment le faire, là, je sais pas exactement c'est qui, mais je la félicite parce que Opération Enfant Soleil, ça appartient aux 4 grands centres pédiatriques. Donc, à Sainte-Justine, au Children's, ici à Québec, puis à Sherbrooke. Okay. Mais ces 4 membres-là, fondateurs d'Opération Enfant Soleil, qui reçoivent les dons, ont aussi dit à un moment donné, hey, si on veut vraiment être efficace, on va céder une portion de nos dons, puis on va le donner aux hôpitaux régionaux. Super. Donc, il y avait 87% qui étaient donnés aux 4 grands centres, puis 13 aux centres régionaux. Donc, cette complémentarité-là des soins de première ligne, puis ceux en région, ça aussi, j'appréciais ça. J'appréciais notre modèle. J'appréciais la pertinence de notre modèle. L'enfant qui vient recevoir des soins spécialisés en ville, lorsqu'il retourne dans sa famille près de ses proches, c'est là qu'il guérit le mieux. Bien sûr, c'est sûr. La proximité, oui, tout à fait, la fratrie. Puis surtout les enfants qui sont pas malades, qui restent tout seuls pendant que les parents sont en ville. Bref, de pouvoir offrir des soins en région, étant moi-même de la région, je me faisais vraiment un devoir d'aller dans la tournée des octrois, aller voir ce qu'on faisait. Super. Puis tu sais, c'est des Vous êtes rendus aux îles de la Madeleine, là, ça a l'air également. Ah oui, je les embrasse d'ailleurs s'ils m'écoutent. J'étais très près d'eux. OK, super. Ils étaient spéciaux dans mon cœur. Et votre implication à Enfant Soleil, vous avez passé une période en tant que maman ou que vous avez dû accompagner un de vos enfants dans une période plus difficile. Cette expérience vous a donné davantage de mordant pour vous impliquer à Enfant Soleil au niveau qui était le vôtre, là. Ben, en fait, c'est la base parce que j'étais chez Cossette lorsque j'ai accouché de mon fils, qui est un petit peu prématuré, pas beaucoup, mais qui a eu d'autres complications dans les 2 premières années de sa vie. Okay. Et c'est suite à cette expérience-là, lorsque j'étais certaine que ça allait mieux, c'est là que j'ai pris la décision de quitter Cossette et d'aller travailler chez Opération Enfant Soleil. Alors, c'est la motivation d'avoir vécu ça. Je me rappelle une fois, justement, j'étais dans la chambre avec mon petit pou au Centre Mère Enfant Soleil ici. Puis je me disais, mon Dieu, comment je vais redonner? Quand ça va aller bien, là, comment je vais faire pour redonner? Je peux pas être pédiatre, je retournerai pas à l'école, je suis pas capable. Je suis pas capable. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Fait que là, je m'étais dit au début, hey, je vais essayer d'être sur des conseils d'administration de Fondation pour les enfants. Fait que ça a été ma première idée. Après ça, là, je me suis dit, je pourrais-tu être aux communications dans un département là, d'une fondation qui est pour les enfants. Puis dans ma tête, c'était plus à Montréal qu'il y en avait des grosses, je pense à Sainte-Justine, tout ça. Puis Shriners. Puis avec le Téléthon dans ma tête, c'était pas nécessairement à Québec. Ouais, c'est ça. Je connaissais pas ça intimement. Puis quand j'ai eu un appel de quelqu'un qui m'a dit il cherche quelqu'un en communication chez Opération Enfant Soleil, c'est à Québec, j'ai fait comme OK. Yes. Oh yes. Puis je suis rentrée par cette porte-là parce que c'est important de connaître un domaine. Donc la philanthropie, je connaissais pas ça. OK. Donc j'ai pris quelques années avec des jeunes enfants aussi, je voulais moins être impliquée. Et la DG qui était là avait décidé que j'étais sa relève. Et après pas longtemps, elle l'a affiché comme tel au conseil d'administration. Et on a fait ensemble un plan de match pour que je sois impliquée dans chacun des départements. Nice. Pour qu'au moment de son départ, j'ai vraiment une bonne vue d'ensemble. Alors, j'ai été préparée, là. Ça a été un charme. Tandis qu'ici, je suis rentrée tout de suite de l'externe comme DG. Et c'est une autre aventure, une autre dynamique. C'est plus exigeant. J'aurais pas été capable de faire ça il y a 5 ans. C'est grâce à l'expérience que j'ai vécue chez Opération Enfant Soleil que j'ai osé le faire. Puis quand on m'a approché, que j'ai dit peut-être que c'est pas fou. Effectivement, il y a des compétences ou de l'expertise qui est transférable. Puis avant de terminer, là, on va parler du festival d'été, un peu votre bilan très rapidement, mais en quittant Opération Enfant Soleil, vous avez remis le témoin à Madame Julie Lemieux. Écoutez, une pointure également, une feuille de route, bachelière en droit de l'Université Laval, conseillère municipale, elle a occupé différents postes au niveau du développement à Québec.
un bon choix qu'Opération Soleil ont fait? Avez-vous participé un peu à trouver la perle rare? On participe jamais, mais on se fait un peu consulter, c'est sûr. Oui. Ça a été extraordinaire, ce passage-là, parce que j'ai annoncé mon départ 2 mois avant le Téléthon, et ma dernière seconde de travail, c'était le chiffrier. Le dernier chiffrier. Et Julie est avec moi. Julie a passé tout le Téléthon avec moi. Puis c'est moi qui l'ai présenté aux employés. Super. Avec beaucoup d'émotion. Puis je lui ai remis une petite épinglette d'Opération Enfant Soleil. Donc, on a vraiment eu la chance dans le déroulement des choses que ça soit vraiment bien fait. Puis c'est tout ce que vous avez dit qu'elle est, Julie, mais c'est aussi une très belle personne impliquée avec la cause. Donc j'étais vraiment contente. Ça m'a permis de sauter tout de suite dans l'aventure ici, en n'étant pas inquiète de ce qu'elle se passe. Puis là, vous arrivez au Festival d'été de Québec, Monsieur Louis Bellavance, vous rencontrez l'équipe, Monsieur Doré et tout. Puis là, le Festival d'été, vous regardez ça, vous êtes à la tête. Vous avez des noms comme Mariah Carey qui s'en vient à Québec, ne serait-ce, Split Note, Blink 182, c'est un peu ma période punk un peu, des grosses pointures. Vous-même, mélomane depuis l'époque de maman, est-ce que vous pincez par moment pour dire « Oh my God, c'est vraiment... c'est moi qui dois gérer ça. On vous écoute. » Je vous dirais que ce que j'ai trouvé le plus impressionnant, c'est pas ce côté-là. Ce côté-là, c'est de l'acquis, dans le sens que je vis à Québec, puis le processus, c'est long, hein. C'est 4 mois de processus. Fait que t'as le temps de faire le tour de la question, de qu'est-ce qui sera tes fonctions, quels seront les défis. La lune de miel est même finie avant que tu rentres en fonction. Dans ce genre de poste-là, c'est bien. Ce qui m'a vraiment épaté, c'est l'équipe sur le terrain. Ouh! Ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Puis on a vécu des affaires le fun, là. pour les festivaliers, mais une évacuation. C'est là que tu vois les limites d'une équipe, comment ils sont structurés, comment ils sont organisés, comment ils sont calmes. Ça, c'est fou. C'est quel spectacle? Celle-là, c'était Imagine Dragons. Imagine Dragons. Oui, oh, oui. Wow. J'ai vraiment été soufflée par la compétence de l'équipe. L'équipe terrain, puis l'équipe avec laquelle j'allais avoir à travailler à l'année, ça m'a donné des ailes. Parce que j'étais un petit peu en coulisses, là, ma première année, quoique Claude a fait comme « Vas-y! » Il avait tenu le fort pendant 2 ans, là, donc il méritait bien ça. Donc j'ai été un peu moins en coulisses que je pensais, mais ce qui m'a impressionné, c'est l'équipe. Vraiment. L'équipe a-t-elle été impressionnée par la pointure qui se joignait au Festival d'été de Québec, quand même, Madame Opération Enfant Soleil, entre guillemets. Est-ce que vous avez senti comme votre intégration s'est bien faite, mais je veux dire, les gens étaient courtois avec vous, il y a pas eu... Faudrait leur demander, c'est sûr que c'est difficile de répondre à cette question-là, mais je crois que le sérieux du processus, le besoin que l'équipe avait à ce moment-là, l'implication du CA, la consultation avec les membres de la direction, je pense que dans le fond, que ce soit moi ou une autre personne, je répondais à ce qui avait été établi comme besoin. J'ai été la première surprise qu'on m'a appelée. On a dû me convaincre que j'étais la bonne personne. Donc, pour répondre à votre question, je partais avec la prémisse que j'allais avoir à convaincre certaines personnes qu'il y avait des compétences qui pouvaient se ressembler. Donc, le recruteur m'avait dit « Pourquoi tu n'avais pas pensé à ce poste-là s'il t'intéresse? » Puisque tu gères déjà une équipe de ce nombre d'employés-là, à peu près le même chiffre d'affaires, t'as un CA, c'est provincial, il y a de la télé, il y a de l'artistique. J'ai dit, oui, mais bon. Fait que c'est vrai que dans le fond, il y avait pas tant de gens qui pouvaient avoir ces compétences-là et qui aimaient vraiment la direction générale. C'est surtout ça. C'était de venir combler un poste. Alors, j'ai été super bien accueillie, mais autant par côté médiatique quand c'était annoncé. Oui, dans la ville de Québec, écoutez, les gens se réjouissaient de cette annonce. Vous-même également, vous êtes si humble. Après votre baccalauréat en communication, vous avez quand même été étudié à 10 heures de Québec. Je sais pas si c'était par les cours à distance, mais à London, en Ontario, la business school. C'était juste une fin de semaine. OK, bon, pas pire.
dire, ensuite, vous avez poursuivi au HEC des programmes de développement. Oui. Écoutez, vous avez même suivi des formations pour les leaders au Québec. Madame Hudon, je me dire. Ça me passionne. Ouais, c'est ça aussi. C'est ça, puis tu le fais pour être meilleur avec ton équipe aussi. Fait que c'est ça. Puis on parle d'équipe, là. 2020, festival d'été, vous nous avez présenté une version virtuelle. On avait quand même des pointures lors de cette édition. 2021. 2021. Celle-là, elle était pas virtuelle. Il y avait des shows virtuels. Il y en avait 11 shows. Mais par la suite, on pouvait vraiment se promener, entre autres, sur la Grande Allée, en face du manège militaire ou en plein sur les terrains. Vous aviez mis sur pied cette façon de rendre interactif le festival, de faire en sorte que le festivalier s'immisce dans cette expérience. Pouvez-vous nous en parler un peu? Il y avait des jeux de lumière, on pouvait traverser des tunnels. Est-ce que vous-même vous avez fait ces parcours? Bien sûr. Mais le but était de faire vivre le plus possible dans les circonstances une ambiance de festival. Super. C'était pas simple. On a dû à un moment donné prendre des décisions, même si c'était un brouillard total, autant budgétaire que sanitaire, là. Et puis, nos objectifs, c'était d'être sur la Grande Allée, d'être en Haute-Ville, de présenter le plus de spectacles possible. On en a présenté 22 à l'intérieur, puis 6 à l'extérieur. On voulait avoir des espaces, des choses qui ne seraient pas annulées, peu importe la situation. Donc, on a fait une expo photo avec du virtuel, avec de la réalité augmentée. Exactement. Voilà. Donc, on a créé un espace où les gens pouvaient aller justement vivre un peu l'expérience du festival, mais mon Dieu, c'est très, très loin de notre modèle d'affaires. Nous, on n'était pas du tout dans nos souliers, là. D'être à l'intérieur, en si petite 500 personnes, etc. Mais on tenait à ce que ce qui allait être fait le soit fait selon justement notre approche, nos valeurs, nos standards de qualité. Donc, on est très fiers de ce qu'on a livré, même si c'était différent. On a fait plein d'apprentissages. Okay. Le post-mortem va être bientôt. Là, bientôt, j'ai hâte de voir. C'est ça. Oui. J'ai hâte de voir, mais on est content de ce qu'on a réussi à faire en équipe. En temps de pandémie, là. Oui, puis on ressort de là pas trop amoché non plus. Ouais, mais quand même une brochette d'artistes. On s'est tourné davantage sur le produit local. Bien sûr. Autres, écoutez, les À la Claire ensemble, quand même des habitués du Festival d'été de Québec. Claude Pelcag, entre autres. Monsieur Pelchat, entre autres. Écoutez, Paul Piché plutôt, ouais, c'est ça. Le fait que les artistes québécois aient répondu en si grand nombre, on sentait que c'est comme la famille des artistes venait appuyer le Festival d'été de Québec. On sait qu'il y a eu le Festivois. On sait qu'il y a une solidarité dans le milieu culturel. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous en dire très rapidement? Moi, j'ai assisté à tous les spectacles, là. Puis je pense qu'il y a pas beaucoup d'artistes qui ont pas mentionné le fait que cette réunion-là, cette communion-là, elle était magique. Puis les artistes avaient hâte. Et on sentait pas trop la COVID, la façon dont la salle était disposée. Puis même en suivant les règles sanitaires à la lettre, il y a eu de l'ambiance, là. Clay & Friends, là, j'ai cru que le plafond allait lever à Valère, à La Claire, à Loud. Wow. On a vraiment réussi à créer de quoi, il s'est passé de quoi dans la salle entre les fans puis leur artiste. Ce que je peux en dire que j'ai vraiment apprécié et que c'est une particularité qu'on revivra plus, sinon en salle à l'Impérial Belle, c'est qu'habituellement, on vend un laissez-passer qui fait en sorte que tu achètes le laissez-passer puisqu'il y a 2-3 artistes que t'aimes beaucoup. Là, à ton agenda, c'est bloqué, c'est certain. Tu vas arriver tôt, tu vas être dans le premier rond de la salle. Le parterre, là. Après ça, t'as ceux qui sont des fans de festival. Peu importe qui est sur la scène, ils sont là. T'as les curieux. Ah, j'aimerais ça aller voir cet artiste-là. Je vais, bon. Alors, tu sais, t'as toutes sortes d'énergies différentes. Tandis que là, à 500 billets seulement, qui se sont envolés comme ça en 2 vagues de vente de 250, ce n'était que les fans finis. Alors là, tout le monde chantait à tue-tête. Tout de suite. Première tourne, on se croyait dans l'ambiance d'un rappel. OK. C'est que cette énergie-là, j'ai trouvé ça magique. Magique. Ça va être dans mon cœur. C'est mon plus beau souvenir de festival. C'est celui-là.
moi-même étant pas toujours une grande connaisseur de l'artiste qui était présenté, c'était mon fun, mais j'avais l'air un peu bizarre, là, mais parce que j'étais assise quand même relativement en avant, c'était de voir les gens accueillir l'artiste qu'ils aimaient, tandis qu'au festival, on est plus en mode festival. Ouais, ça c'est intéressant. Écoute, pour terminer, ton coup de cœur du festival. Édition 2021, on en est à la 52e édition, c'est ça? Là, je suis supposée de nommer un artiste? Ouais, genre. Comme je vous disais, on s'en fout un peu. Ouais, c'est la réponse. Ouais, j'aime bien. Mais, je vais dire Claude Pelgag. Ouais, vous avez... Ouais. Il y a eu, une authenticité, là, qu'elle dégage, là. Je le sais, la première fois que je la voyais en spectacle. Allez voir ça. Si vous avez la chance, la maison c'est un beau phénomène. Là, je pense. C'est comme une espèce de Jean Leloup qui rencontre Diane Dufresne. Bon. C'est à quoi je joue? C'est vraiment unique. Super. Ouais, j'ai passé une soirée extraordinaire, puis on le sait, hein, quand on est marqué, quand 2-3 jours plus tard, on est encore dans cette énergie-là, comme un bon film. Un bon film, là, tu sors, pis t'es encore dedans. Ouais, c'est ça, mais fait que je me permettrais de dire que ça a été mon coup de cœur. Superbe. Écoute, la francophonie t'écoute. Ils viennent de découvrir la grande Manitou derrière le Festival d'été de Québec. Si tu as un mot à leur dire et par la suite tes remerciements, Anne. Ben, si j'ai un mot à leur dire, mais merci à l'équipe de s'être déplacée. J'ai regardé justement les invités que vous avez eus avant. J'en ai écouté quelques-uns. Je trouve ça vraiment l'angle humain est vraiment intéressant. Merci. Donc ça c'était mon remerciement, mais encore mon équipe. Si j'ai quelque chose à dire, honnêtement, c'est une gang de passionnés. Je trouve ça plate de faire des entrevues puis qu'ils soient pas avec moi, puis qu'on soit pas en train de pouvoir 2022, on va dire des anecdotes. Vous en inviterez quelques-uns, mais les 40 ou les 50? Ouais, c'est ça. Quand on t'en rencontre avec toute l'équipe, des fois, tu sais, j'ai une interpelle. Raconte donc ça. Dis donc cette anecdote-là, parce que chacun est tellement un spécialiste de son domaine que je suis une représentante d'une gang de passionnés. C'est ce que j'aimerais qu'on retienne. Tigidou. Tu sais, Coconut Podcast, souvent, quand on dit de quoi, ça arrive souvent. On va faire ça l'année prochaine. Ouais, on va faire ça, mais... Backstage. Ministre de la Culture, Madame Hudon, est-ce que c'est quelque chose qui, à un moment donné, il faut qu'on se prépare au Québec, là? On va faire une déclaration jamais en politique. OK. Bon. Ceux qui tentaient, là, un peu les recruteurs. L'admiration est là, l'intérêt est là pour la chose politique, mais pas pour y participer. Superbe. Écoutez, toute une entrevue dans les bureaux de la directrice générale du Festival d'été de Québec. On a ici une superbe toile que tu nous as dit que c'est peut-être le spectacle qui t'a le plus marqué ces dernières années, entre autres. De qui parle-t-on ici? De 21 Pilots. 21 Pilots. Deux artistes sur scène, on dirait qu'ils sont 40 par bout. Mais on fait une belle frousse aussi, là. Monsieur a décidé de monter dans une tour à relais. Ça a l'air qu'ils le font souvent. C'est des petits singes, quand ils peuvent grimper, ils grimpent. Ouais. C'est toujours des moments qu'on aime moins. Parce que il faudrait pas qu'il arrive de mais quoi. Mais sinon, ce petit épisode-là, ça a été un spectacle qui a été incroyable. Puis pour les gens de Québec, Louis les a programmés. Il était davantage des grandes vedettes internationales que ici. Les gens s'attendaient pas à ça. Donc, ça a été la belle surprise découverte pour beaucoup de gens. Ça a été un des spectacles vraiment chouettes. Écoute, en toute fin d'entrevue, Coconut Podcast, on a fait un peu le tour des différentes régions du Québec et nos frères et sœurs en Innu nous disent Chinash Kumitin. On s'est rendu en Abitibi. Les Algonquins nous disent Lac-Simon, Picogan, Samian. Ils nous disent Miigwech. Dans la région de Montréal, nos frères et sœurs des Premières Nations nous disent Niawen. On s'est rendu chez les Abénakis, dans le centre du Québec. Ils nous disent Oléone. Oui, pas pire. Puis là, on revient de chez les Mi'kmaq. Et eux, ils nous disent Ouelone.
Alors, pour te dire merci, puis là, on va l'apprendre en Wendat, Huron Wendat également, puis on fait connaître nos frères et sœurs, les quelques mots d'usage dans le reste du Québec. Donc, Anne, moi, je suis d'origine haïtienne, moi te dire de même, par chez nous, on dit merci, en pile, merci beaucoup. Alors, Anne Hudon, merci incroyable. À vous. Merci. Messieurs, dames, oui, nous étions avec la grande gourou du Festival d'été de Québec et également de 3E. Si vous étiez à Québec cet été, vous avez pu vivre un moment incroyable. C'était du 7 juillet au 18 juillet, des spectacles en salle, à l'extérieur. Ils nous préparent de quoi de grandiose pour 2022. Écoutez, on se voit pour le prochain épisode sur les ondes de Coconut Podcast. Sur ce, comme j'aime bien le dire, Nyawen, au revoir, ciao!